Chaque année, des milliers d'étudiants africains, y compris de nombreux Togolais, quittent le pays pour poursuivre des études supérieures à l'étranger. Si ces parcours offrent des opportunités académiques et professionnelles, ils exposent aussi ces jeunes à des situations précaires, surtout dans des régions instables. Loin de leur famille, ces étudiants doivent affronter des défis tels que les barrières linguistiques, les difficultés financières et, dans certains cas, des crises politiques ou militaires. Récemment, un cas particulier suscite l'inquiétude. Un étudiant togolais, inscrit dans une université russe, aurait été capturé sur le front ukrainien et emprisonné par les autorités de Kiev. Selon le mouvement Martin Luther King, il aurait été enrôlé de force par l'armée russe avant d'être arrêté. L'organisation interpelle les autorités togolaises, les exhortant à agir rapidement pour sa libération. Ce cas relance le débat sur la protection des étudiants africains vivant à l'étranger et souligne leur vulnérabilité, particulièrement ceux pris au piège de conflits internationaux. Le flou demeure sur les conditions exactes de sa détention et les démarches entreprises pour clarifier sa situation. Pour de nombreux jeunes Africains, l'aventure académique à l'étranger est un pari risqué, particulièrement lorsque des crises éclatent, transformant un rêve de réussite en un scénario d'incertitude. La situation de cet étudiant togolais rappelle les défis auxquels sont confrontés ces jeunes dans des contextes géopolitiques tendus. Au Togo, les petites et moyennes entreprises PME et les petites et moyennes industries PMI constituent l'épine dorsale de l'économie. Cependant, elles font face à de nombreux défis pour se développer et prospérer. Dans ce contexte, le réseautage et les relations B2B, business to business, se révèlent être les outils essentiels pour stimuler leur croissance et renforcer leur compétitivité. En effet, le réseautage permet aux entrepreneurs togolais de sortir de leur isolement, d'établir des contacts précieux et d'accéder à de nouvelles opportunités. En participant à des événements professionnels, des salons, des conférences ou des rencontres informelles, ils peuvent notamment élargir leur réseau, échanger des informations et des conseils, développer leur visibilité ou encore identifier de nouvelles opportunités, à savoir celles de découvrir des marchés émergents, des besoins non satisfaits et des possibilités de collaboration. Également, les relations B2B consistent à établir des partenariats commerciaux entre les entreprises, offrant de nombreux avantages pour les PME et PMI togolaises. Ainsi, elles peuvent s'inscrire dans l'accès aux nouveaux marchés, la réduction des coûts et la mutualisation des ressources afin d'optimiser leurs dépenses dans l'innovation et la diversification de leurs activités en renforçant leur compétitivité. Néanmoins, malgré leurs avantages, le réseautage et le B2B font face à certains défis au Togo. Il s'agit entre autres du manque de plateformes de mise en relation, de la faible culture du réseautage et du partenariat et des difficultés d'accès à l'information et au financement. Notons que le réseautage et le B2B sont des outils pour stimuler la croissance et la compétitivité des PME et PMI selon les spécialistes. En développant leur réseau et en établissant des partenariats stratégiques, elles peuvent surmonter les défis, saisir les opportunités et contribuer au développement économique du Togo. Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international FMI recommande au Togo de revoir son cadre fiscal afin d'augmenter les recettes publiques. L'institution plaide pour une réduction des exonérations de la TVA, un élargissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP et un alignement sur l'impôt minimum mondial pour certaines entreprises. Dans les détails, le Fonds monétaire international cible les exonérations de TVA qui auraient pu rapporter 60,8 milliards de francs CFA au budget annuel en 2023, soit 42,4% des 143,2 milliards de francs CFA de dépenses fiscales totales. Une somme conséquente représentant 2,6% du PIB et plus de 17% des recettes fiscales nettes. En 2022, 40,8 milliards de francs CFA de TVA n'avaient déjà pas été perçus en raison des exonérations. Un manque à gagner significatif dans un contexte où la mobilisation des recettes publiques est devenue une
une priorité. Suite aux recommandations du FMI, le Togo a décidé d'adopter une approche progressive, considérant qu'une suppression brutale des exonérations pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'économie, notamment certains secteurs d'activité avec un alourdissement du coût de la vie. L'objectif est de distinguer les exonérations dites progressives qui soutiennent les populations à faible revenu de celles considérées comme régressives qui profitent davantage aux ménages aisés ou certains secteurs économiques privilégiés. Les autorités togolaises annoncent ainsi une analyse approfondie des exonérations de TVA d'ici juin 2025 afin de déterminer lesquelles sont réellement bénéfiques aux ménages modestes et lesquelles avantagent principalement les entreprises et les catégories sociales les plus aisées. Si pour le gouvernement togolais, réduire les exonérations signifie nécessairement taxer davantage certains biens et services, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les populations les plus vulnérables, le FMI préconise la mise en place de transferts monétaires ciblés pour compenser ces effets négatifs. Il est à noter que le gouvernement togolais se donne jusqu'à la fin juin 2026 pour finaliser sa stratégie globale de mobilisation des recettes à moyen terme. Cette feuille de route pourrait inclure des transferts monétaires en complément des dispositifs déjà en place dans le cadre du soutien de la Banque mondiale. Le paludisme ou malaria est l'une des préoccupations majeures de santé publique au Togo, avec un inquiétant bilan de 2 182 203 cas confirmés en 2024. Le pays affiche un taux d'incidence de 258 cas pour 1000 habitants et déplore 1000 décès, traduisant une mortalité de 11,7 pour 100 000 habitants. En réponse, les autorités sanitaires annoncent l'introduction imminente d'un vaccin antipaludéen prévu pour septembre 2025 qui sera administré aux enfants. Pour sa mise en œuvre, plusieurs étapes sont déjà en cours, dont la formation des opérateurs de santé et la sensibilisation des communautés sur les calendriers de vaccination. Un plan de communication sera également mis en place pour informer la population. Au même moment, les infrastructures de conservation des vaccins seront vérifiées dans tous les districts avant le lancement de la campagne. Ces dernières années, le Togo a mené plusieurs actions pour canaliser le paludisme. Parmi ces actions, des campagnes de chimioprévention saisonnière ciblant régulièrement les enfants âgés de 3 à 59 mois associés à la distribution massive de moustiquaires imprégnés. Malgré ces actions, le taux de mortalité lié au paludisme reste toujours constant. L'introduction de ce vaccin représente un espoir tangible pour le Togo dans sa guerre contre le paludisme. En conjuguant vaccination, prévention et sensibilisation, le pays vise à atténuer encore davantage l'impact de cette maladie sur sa population, en particulier les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables face à cette menace sanitaire. Plus de 5 ans après son apparition en Chine, le virus à l'origine du Covid a officiellement atteint près de 800 millions de personnes et causé plus de 7 millions de morts selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il s'agit d'une pandémie qui a entraîné des répercussions dans plusieurs domaines. En effet, la pandémie de Covid-19 a provoqué durant 5 années une onde de choc dans l'économie mondiale et déclenché la plus grande crise économique mondiale depuis plus d'un siècle. Celle-ci a aussi entraîné une augmentation spectaculaire des inégalités entre les pays. Cette crise a eu un impact considérable sur la pauvreté. Ainsi, la pauvreté a augmenté pour la première fois en une génération et les pertes de revenus aux populations défavorisées. Soulignons également que le Covid-19 a eu des impacts considérables sur d'autres activités à cause du ralentissement de la production et de la circulation des biens et des personnes, sans oublier l'interruption des traitements des personnes atteintes d'autres maladies chroniques. Ceci a entraîné la multiplication par 5 du nombre de maladies infectieuses selon l'OMS. À 7 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le leader du PDCI, Tidiane Thiam, reste confiant même si les appels à la révision de la liste électorale sont restés sans réponse. Très heureux, je crois que le PDCI, vous voyez, est en plein dynamisme, tout va très bien. Donc on est résolu et confiant et serein.
Pour l'ancien directeur général du Crédit Suisse, le débat sur la liste électorale est plus qu'une simple question administrative. Il s'agit d'une stratégie du pouvoir en place pour garder le contrôle sur le processus électoral. Avant cette révision, la Côte d'Ivoire avait 7 800 000 électeurs inscrits. Et quand je suis revenu au pays, j'ai souligné cette anomalie. Le Ghana a 30 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants, le Ghana a 17 millions d'inscrits. On a 7 millions 8. C'est le cœur du problème. Parce que si vous avez 7 millions 8 d'électeurs et qu'il y a 30-35% de participation, vous avez 2 millions de votants. Avec 1 million, 1,1 million, vous avez la majorité. Donc, si vous êtes minoritaire et que vous voulez vous maintenir au pouvoir, c'est clé que le corps électoral n'augmente pas. Cependant, un problème majeur subsiste. À 7 mois du scrutin, Tidiane Thiam est toujours officiellement français. Nous lui faisons confiance. Nous pensons qu'il a donné sa parole et qu'il la tiendra. Et donc, pour cela, nous n'avons pas d'inquiétude. C'est un fils du pays. Il a grandi en Côte d'Ivoire, il a tout fait en Côte d'Ivoire. Donc nous, on le reconnaît en tant qu'un Ivoirien. Au sein du PDCI, la compétition reste ouverte. 2 candidats ont déclaré leur intention de se lancer dans la course, même si Thiam semble être le favori. Pour le moment, de nombreux militants ont choisi Thiam, mais on ne sait jamais. D'autres peuvent se présenter au dernier moment et ne voulons pas fermer la porte à qui que ce soit. Donc la convention aura pour objet de donner l'occasion à tous ceux qui veulent se présenter afin que le choix soit démocratique. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a officiellement lancé son opération de parrainage des bureaux de vote en vue de l'élection présidentielle. Près de 2 mois après la prise de Goma par le M23, la ville est toujours plongée dans une crise financière profonde. La fermeture de banques a paralysé l'économie locale, laissant de milliers de familles dans une situation désespérée. Foura Pendeza, mère de famille, témoigne de la difficulté de vivre sans accès à son compte bancaire. Depuis la fermeture des banques, la vie est devenue trop difficile. J'ai une carte bancaire, mais je ne peux pas effectuer de retrait. Manger est devenu difficile. J'ai une famille très élargie et trouver à manger devient difficile pour nous. Les rues, autrefois animées, sont désormais désertes. La fermeture de banques a stoppé la circulation de la monnaie, paralysant l'activité économique. Nous traversons un moment très difficile et nous en souffrons. Nous travaillons, mais il n'y a pas de moyens pour avoir accès à l'argent, vu qu'il n'y a plus de circulation de l'argent. Cette fermeture aggrave une situation déjà difficile et la population se retrouve dans une impasse. Nous travaillons avec les banques. On retire de l'argent, ce qui nous permet de travailler aussi. Mais pour le moment, les banques n'ouvrent pas. Et avoir de l'argent pour travailler est devenu très difficile. On ne peut pas travailler car les banques sont fermées. Nous demandons aux autorités de voir comment rouvrir ces banques pour que nous puissions travailler aussi. Face au manque de liquidités à Goma, de nombreux habitants se rendent à Gisenyi au Rwanda pour retirer de l'argent de leur compte bancaire. Je viens du Rwanda. Je suis partie faire les retraits. Et que déjà chez nous, nous avons un problème, les banques sont fermées et quand nous avons besoin de l'argent, ça ne nous facilite pas vraiment d'en avoir facilement. Alors j'ai vu ce matin que je traverse de l'autre côté pour avoir quand même du cash. Les institutions bancaires attendent l'aval de Kinshasa pour ouvrir leurs portes, alors que la population continue à payer un lourd tribut. Le Rwanda a mis fin à ses relations diplomatiques avec la Belgique avec effet immédiat. Le personnel de Bruxelles a 48 heures pour quitter le pays. L'annonce a été faite ce lundi via un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères. Kigali accuse Bruxelles d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Dimanche, le président Paul Kagame a mis en garde la Belgique contre toute ingérence dans les progrès du Rwanda, l'accusant de rendre le Rwanda responsable des problèmes de la RDC et de conspirer pour imposer des sanctions. De son côté, la Belgique regrette une décision qu'elle qualifie de disproportionnée.
et annonce à son tour déclarer persona non grata les diplomates rwandais en poste sur son sol. C'est la pire tragédie humaine de l'histoire récente de la Macédoine du Nord. Tôt dimanche matin, un gigantesque incendie a ravagé une boîte de nuit dans la ville de Koshani, tuant 59 personnes et en blessant 155 autres. Les familles des victimes se sont rassemblées dimanche devant un hôpital pour exprimer leur colère et leur incompréhension, exigeant des explications sur les causes de l'incendie meurtrier. Le drame a suscité des messages de soutien du monde entier. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Enfin, le pape François, hospitalisé depuis plus d'un mois pour une double pneumonie, a également présenté ses profondes condoléances. Le gouvernement de la Macédoine du Nord a confirmé avoir accepté les offres d'assistance de la Bulgarie, de la Grèce, de la Serbie et de la Turquie pour soigner des patients dont le pronostic vital est engagé. Pour beaucoup des survivants du drame, la reconstruction sera longue. Някои ветцата са отидели, мислят дека има негде решетки да излезат, ама там са се зарушили. Някои са останали от диското, не са можели да ги извлечат. И аз излегнах некако и паднах по скалите и сите преко мене пройдела, сите ме прегазија и аз некако едва ја останах жива, едва и дишав и се издекох накрая, ама сестра изгубих. Les autorités affirment que la boîte de nuit accueillait plus du double de sa capacité maximale de 250 personnes au moment de l'incendie. Les enquêteurs ont par ailleurs déterminé que l'établissement ne disposait pas de licence appropriée et 15 personnes ont été arrêtées pour corruption présumée. Une semaine de deuil national a été décrétée en Macédoine du Nord. L'état de droit se dégrade d'année en année dans l'Union européenne. Les indicateurs de la démocratie, tels que le système judiciaire, les mesures de lutte contre la corruption et la liberté des médias, sont confrontés à des défis persistants et systémiques. C'est la conclusion d'un rapport sur l'état de droit publié lundi par l'Union des libertés civiles pour l'Europe. Il indique que tous les aspects fondamentaux de l'état de droit ont été particulièrement menacés au cours des dernières années, malgré des différences significatives selon les pays. Selon l'Organisation de défense des libertés, l'Union européenne est en partie responsable de ce déclin. We see a large number of countries where the rule of law continues to decline, most notably Italy, Slovakia, Romania, and Hungary, of course. The reason behind this is because the EU is not strong enough in its responses to rule of law declines. If rule of law violations are permitted, even tacitly, it encourages government leaders to further deteriorate the rule of law. Il s'agit de la 6e édition annuelle de ce rapport indépendant sur les libertés en Europe. Il est le résultat d'une collaboration entre 43 organisations de défense des droits de l'homme de 21 pays de l'UE, coordonnée et compilée par le groupe Liberties. Les experts ont classé les pays en différents groupes. La première catégorie comprend les pays en stagnation, qui sont restés dans la même situation ou qui n'ont fait que des progrès minimes pour l'état de droit. Cette catégorie comprend la Grèce, l'Irlande, Malte, les Pays-Bas et l'Espagne. La deuxième catégorie comprend les démocraties modèles comme la Belgique, la France, l'Allemagne et la Suède, qui ont connu un déclin isolé mais inquiétant dans quelques domaines. Suivent les déconstructeurs. Les gouvernements italiens, bulgares, croates, roumains et slovaques sapent systématiquement et intentionnellement l'état de droit dans presque tous les domaines. Et le maillon faible européen reste la Hongrie de Viktor Orban. We must realize that the EU faces its internal rule of law challenges in a changing political landscape, the rise of the far-right populism in Europe, political decline, democratic decline in the United States, and Russia's war on Ukraine weakens the EU's unity and its resilience to authoritarian threats. Le rapport exhorte la Commission européenne à redoubler d'efforts face au recul de l'état de droit, notamment via l'article 7 du traité sur l'Union européenne,
qui prévoit des sanctions contre tout pays qui ne respecte pas les valeurs européennes en termes de liberté. C'est la première image du pape depuis son hospitalisation il y a plus d'un mois. Sur ce cliché fourni par le Vatican, le souverain pontife apparaît de dos, sur un fauteuil roulant, priant dans une chapelle de l'hôpital Gemelli à Rome, où il a été admis en février. Un signe de vie qui, en cette période de carême, a de quoi rassurer les fidèles qui vivent au rythme des mises à jour sur son état de santé depuis qu'il a été admis dans cet hôpital. Ce dimanche, un tango a été organisé devant l'établissement en hommage au souverain pontife, qui est d'origine argentine. Non me lo dimentico più. Mi ricordo essere avvicinata a lui e le dico: Santo Padre, posso dare un abbraccio tanghero? E lui mi risponde e mi dice: a me quanto piacerebbe ballare un tango con te. E io morivo. Io quando mi aveva detto quello ho detto: è un'emozione bellissima sapere che lui è argentino e che ama il tango come lo amiamo noi tangheri. È proprio una cosa meravigliosa che credo che si merita farle arrivare la nostra energia. Plus tôt dans la journée, le service de presse du Vatican avait diffusé un message du pape François dans lequel il remercie les fidèles et dit être affaibli et confronté à une épreuve. Malgré une amélioration de son état de santé, aucune sortie n'est pour l'heure envisagée. Son pronostic vital n'est plus réservé, mais selon le dernier bulletin médical officiel publié vendredi, l'état clinique du pape est décrit comme complexe. Depuis le 14 février, François occupe un appartement aménagé au 10e étage de cet hôpital où il est soigné pour une double pneumonie. Il s'agit de l'hospitalisation la plus longue depuis son élection en 2013. Ces dernières années, le pape a connu de nombreux problèmes de santé et le souverain pontife, âgé de 88 ans, ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant depuis 2022.